bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Du 9 au 20 mai se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire la COP15 ou conférence mondiale sur la désertification. Des engagements forts sont attendus pour la restauration d'1 milliard de terres dégradées d'ici à 2030. Quel impact de l'action humaine et du changement climatique sur la désertification? Quelle priorité pour la restauration des terres africaines dégradées? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, depuis le 29 avril dernier, a été validée à Accra au Ghana la stratégie régionale climat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette stratégie vise à renforcer la coopération entre les 15 États membres pour des réponses régionales à l'adaptation et à l'atténuation d'ici à l'horizon 2030. Quel impact des réponses au changement climatique? Comment aujourd'hui cela pourrait contribuer au respect des engagements des États membres au titre des accords de Paris? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec M. Alassane Diagne. Vous êtes consultant en éducation et gestion environnementale. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour M. Sow, c'est un plaisir donc d'être sur ce plateau de débrief et donc je salue aussi M. Faye et tous les téléspectateurs de Média One TV. Tout le plaisir est pour nous également. En face de vous, M. Antoine Moustapha Faye, vous êtes consultant indépendant en économie du changement climatique, également membre du COMNAC, le Comité national changement climatique du Sénégal. Merci également d'être là avec nous. Merci, M. Sow, et je voudrais saluer mon ami Diagne, que je connais assez très longtemps. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un sujet assez intéressant et nous allons essayer d'amener notre propre petite contribution. Et merci à vous également d'être là avec nous pour parler de ce sujet également intéressant, comme vous l'avez dit. Et M. Diagne, j'en viens à vous. Selon un rapport de la Convention des Nations Unies contre la désertification, publié en avril dernier, 40% de la surface de la Terre a été dégradée par l'activité humaine, ce qui affecte directement la moitié de l'humanité. Quelle manifestation aujourd'hui de cette action de l'homme dans la dégradation des terres? Qu'en est-il aussi de l'impact du changement climatique, puisqu'il existe aussi un lien entre changement climatique et les questions de désertification? Oui, c'est une préoccupation majeure. Je pense qu'il y a un problème donc qui est là posé. C'est aussi en Afrique, il y a aussi donc sur notre continent, donc au Brésil, il y a beaucoup de forêts donc qui sont dévastées. Les gens commencent déjà à couper donc des arbres pour faire des exploitations agricoles donc intensives. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. Pas seulement des espèces florales, mais il y a aussi donc beaucoup d'animaux qui disparaissent. Donc la faune aussi est impactée. Et le fait qu'il y a donc cette perte donc, du tapis vert, donc les arbres et tout, donc on a donc ce risque de sécheresse. Et ça, c'est quelque chose qui est vécu en Afrique, dans beaucoup donc, de pays, donc autour en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, les forêts disparaissent. Et il y a la main de l'homme, c'est vrai, mais il y a aussi donc une volonté aussi, donc, je veux dire, peut-être de mobiliser les ressources qu'on peut tirer donc de la nature pour un peu aller vers un développement économique. Mais l'équilibre n'est pas fait entre ce qui est donc écologiquement accepté et ce qui est donc économiquement aussi possible. Donc une certaine perturbation de la biodiversité, que ce soit la biodiversité végétale ou animale, mais cela impacte également d'une autre façon. On constate souvent aussi que ces problèmes peuvent engendrer aussi d'autres comme des troubles sociaux ou même des questions de sécurité, comme par exemple aujourd'hui la raréfaction aujourd'hui de certaines ressources peut être à l'origine de problèmes, de conflits entre communautés, éleveurs et agriculteurs sur la question de la gestion des terres, de la gestion des ressources hydriques et tout. Effectivement, donc, cette problématique aussi a été débattue ici au Dakar. On a été donc, il y a quelques temps, on était à le Forum de l'eau. Ces préoccupations-là aussi donc touchées. Parce qu'aujourd'hui, la question des ressources, ce sont aussi des questions de sécurité. C'était même donc une thématique qui a été développée durant le forum. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir une attitude de gestion de ces ressources qui sont des ressources donc, pour toute la communauté. Mais gérer des conflits, comme vous avez dit, il y a les éleveurs, il y a donc les agriculteurs, donc ce sont des ressources partagées.
Maintenant, il faut trouver une sorte donc de management agreement pour pouvoir donc aller dans le sens de pouvoir satisfaire toutes les personnes qui doivent profiter donc de la nature. Et je pense que l'Afrique a un potentiel énorme. Et peut-être que la gestion de nos forêts, la gestion de nos ressources n'est pas aussi bien accentuée, comme par exemple, on voit beaucoup d'activisme, par exemple, dans des pays comme le Canada. Là-bas, donc, on voit que les forêts sont aussi protégées. Il y a aussi l'Allemagne qui est aussi donc très écologique. Il y a aussi donc même aussi les États-Unis. Mais ici encore, le réflexe écologique, bien le réflexe environnemental n'est pas aussi développé. Ce qui fait que même d'avoir des connaissances sur, par exemple, quelles sont les espèces de plantes, quelles sont les espèces aussi d'animaux qui disparaissent, un répertoire. Tout cela, ce n'est pas un travail qui a été véritablement fait, je vais dire, au plan donc, continental pour l'Afrique. C'est parfois des études par des ONG qui permettent un peu de pouvoir mesurer les conséquences néfastes donc, de ces problèmes donc, environnementaux. Monsieur Faye, le continent africain est déjà très touché par la désertification, notamment dans sa bande sahélienne. Aujourd'hui, quelles conséquences de ce phénomène-là sur le climat, la biodiversité et même les moyens de subsistance? Oui, vous venez de parler de quelque chose qui est très important, c'est le lien qui existe entre, disons, la désertification et le changement climatique. Je voudrais peut-être faire un petit rappel. Vous savez qu'à Rio, en 92, il y a eu cette conférence, le sommet de la Terre. Et 3 conventions sont sorties de ce sommet. L'une d'elles, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La deuxième, c'est la Convention sur la biodiversité. Et la troisième, c'est la Convention sur la lutte contre la désertification dont vous parliez, que nous sommes en train de débattre et dont la conférence des parties, qu'on appelle COP, la 15, se tient à Abidjan du 9 au 20 mai. C'est pour vous dire que toutes les 3 thématiques sont tellement liées que quelquefois, vous ne pouvez pas, si vous vous spécialisez dans une d'elles, vous ne pouvez pas ignorer ce que fait l'autre. Mais tout le monde sait que peut-être le désert, en tant que, disons, réalité géographique, est peut-être beaucoup plus vieux que la constatation qu'on a fait scientifique du changement climatique. Le problème n'est pas tellement l'existence du désert. Le problème, c'est quand on aide le désert à nous envahir. Et pourquoi on l'aide, c'est ce que vient de dire M. Diagne, c'est quand on n'a pas une conscience de conservation de nos ressources naturelles. Quand on n'a pas une conscience de comment faire pour régénérer, parce que ça, c'est des ressources naturelles qui ne sont pas infinies, elles sont finites. Donc, pour les exploiter, pour vivre avec elles, il va falloir inclure un vocable durable. Et c'est ça qui fait en réalité le problème. Maintenant vient s'ajouter le fait qu'on a constaté qu'il y a les effets qui viennent du réchauffement planétaire. Et ce réchauffement planétaire rend encore beaucoup plus difficile la régénération et de la dégradation des terres dégradées. Et ça, maintenant, on ne peut pas faire un cas isolé. Il va falloir qu'on essaie de trouver un moyen d'aller ensemble. Et je pense que les conventions l'ont tellement compris que maintenant, si vous allez à Abidjan, vous allez trouver les mêmes gens qui sont dans les conférences du climat. Donc, parce que tout est interlié. Oui. Et par rapport à ces zones dégradées-là, aujourd'hui, une zone comme la Corne de l'Afrique est très touchée par la sécheresse. 20 millions de personnes y sont menacées d'insécurité alimentaire. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce dû à la position géographique de cette zone-là, qui est la Corne de l'Afrique, ou bien y a-t-il d'autres explications? Oui, je peux peut-être avancer parce que je ne suis pas météorologue ni géologue, mais puisqu'il faut... Par rapport à l'impact, par exemple, votre domaine, l'impact des changements climatiques dans cette zone de l'Afrique-là. Oui, il faut avoir un sens d'observation très poussé pour savoir que cette zone-là est une zone exposée à un phénomène cyclique qu'on appelle aujourd'hui la Nina ou bien El Nino.
ça vient jusqu'à ce qui s'est passé récemment à Durban, en Afrique du Sud, sur la côte de l'océan Indien de l'Afrique du Sud. C'est la même chose que ce que vous allez trouver peut-être à Madagascar. Donc, on peut avancer qu'il y a des raisons climatiques qui font que cette région est exposée à ce genre d'événements cycliques. Parce que ce n'est pas, ça vient 1, 2, 3 ans, après ça s'arrête et puis ça recommence. Vous vous rappelez dans l'histoire qu'il y a eu cette famine dont on a parlé en Éthiopie et tout. C'était pas, disons, il y a eu des raisons peut-être politiques, mais il y a eu aussi en grande partie des raisons d'ordre physiologique et climatologique. Donc, je pense que les gens vont devoir, dès à présent, essayer de voir exactement, voir comment est-ce que ça arrive et quels sont les moyens et les attitudes qu'il va falloir avoir pour lutter contre. Mais c'est une zone désertique parce que si vous traversez la mer Rouge, vous avez le Yémen qui est en face et qui est dans la même situation aussi. Et M. Diagne, selon le rapport Drought in Numbers, publié le 11 mai 2022 par la Convention des Nations Unies sur la désertification, plus aucun pays n'est à l'abri de la sécheresse. Nous vivrons de plus en plus dans les régions connaissant des pénuries d'eau. Ce même rapport aussi fait savoir qu'en 2022, 2,3 milliards de personnes vont être confrontées aujourd'hui au stress hydrique. Quelle solution aujourd'hui face à ce problème de manque d'eau? Est-ce que la question des énergies aujourd'hui renouvelables pourrait constituer une solution ou bien un début de solution? Oui, je pense que pour ne pas aller aller à l'aventure comme ça, juste pour proposer une solution, il faut véritablement poser le problème, faire un diagnostic. Parce qu'aujourd'hui, on a développé le concept d'économie verte. Là, on est à l'économie bleue. On a intégré donc ces problèmes donc, hydriques et tout cela. Donc, mais il y a aussi à savoir, parce qu'il faut savoir quel est le potentiel hydrique qui est existant réellement. Donc, s'il y a donc des lacs, donc des cours d'eau, quel est aussi donc le potentiel hydrique aussi qui est donc sous terre. Donc tout ça, il faut aussi donc le penser de façon géographique. Et il y a aussi donc des préoccupations géopolitiques. Aujourd'hui, il y a certaines organisations qui ont réussi à avoir une bonne diplomatie autour de la question donc liée de l'eau. Par exemple ici, l'OMVS qui a gagné le prix donc marocain, donc tout cela. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait travailler sur une coopération. Je me rappelle l'ancien ministre Sina Diatta qui disait qu'il faudrait aussi avoir une diplomatie énergétique. Donc il faudrait qu'on développe véritablement cette forme de diplomatie pour pouvoir gérer aussi bien des ressources donc, hydriques, mais aussi donc, la pollution d'énergie. Et faire aussi donc, une certaine promotion des technologies propres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de produire de l'électricité. Je ne parle même pas de l'hydrogène, le solaire est maîtrisé. Mais certains innovateurs ont développé des techniques qui peuvent permettre de produire de l'électricité. Par exemple, vous avez les pompes à chaleur qui permettent aussi de pouvoir travailler sur des bâtiments donc avec un bon échange thermodynamique. Vous avez aussi donc certains qui ont développé des technologies comme des centrales hydrauliques ou bien des centrales cinétiques hydrauliques. Ça veut dire que vous avez la possibilité, juste en ayant travaillé sur le principe d'Archimède avec donc les brevets de Tesla, de pouvoir produire de l'électricité sans besoin de stockage et pouvoir donc avoir donc une production d'électricité et aussi sans tension foncière. Mais le problème, c'est que quand on est habitué à un système, c'est difficile de faire des innovations ou bien de faire une sorte de révolution énergétique. Et la transition énergétique, il faut véritablement la penser selon véritablement les besoins, mais il ne faut pas, par exemple, se concentrer sur des productions centralisées, alors qu'on peut, par exemple, avoir des offres de solutions décentralisées. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs qui sont dans le solaire, mais ils proposent un package. Ce n'est pas seulement mettre des panneaux solaires, des lampes et tout cela, mais il faut aussi faire une offre parce qu'il faut des activités rémunérateurs. Il y a la conservation des aliments, il y a le froid. Donc tout ça sont donc des choses qu'il faut considérer. Il y a aussi donc tout ce qui est aussi connectivité. On est dans un monde digital. Donc ça veut dire que les gens veulent avoir accès à l'information, mais par exemple, si vous voulez avoir accès à l'Internet, vous devez avoir de l'énergie. Vous devez donc par rapport à tous ces potentiels-là que vous avez cités, à savoir les potentiels énergétiques ou hydriques du continent, est-ce qu'elles sont suffisamment aujourd'hui mises en valeur aujourd'hui sur le continent africain?
Il y a un déficit de mise en valeur véritablement de ce potentiel hydrique. Même par rapport au solaire, il y a l'adaptabilité qui n'est pas véritablement conséquente. Parce que les panneaux sont fabriqués en Europe, où il n'y a pas beaucoup de soleil. Ici, nous avons non seulement du soleil, donc nous avons les photons, mais nous avons aussi la chaleur. Donc il faudrait qu'on puisse avoir des panneaux qui nous permettent de pouvoir capter la lumière, mais aussi capter la chaleur. Et il y a très peu d'opérateurs qui sont en train de proposer cela. Et aujourd'hui, par rapport à l'adaptation climatique, les changements, même nos habitats sont énergivores. Ça veut dire qu'on a un changement à faire par rapport au choix des matériaux que nous pouvons utiliser pour le bâtiment, mais nous sommes restés dans le classique, c'est le ciment, mais personne aujourd'hui n'utilise il y a de petits projets. Sommes-nous prêts, M. Faye, pour ce changement d'habitude? Les habitudes aujourd'hui qu'ont les populations, sont-elles prêtes aujourd'hui pour ce changement-là, passer à des modes de vie plus écologiques? Oui, ça demande beaucoup de travail. Parce que M. Diagne vient de citer beaucoup de technologies qui ne sont pas ipso facto des technologies endogènes. C'est des technologies qui viennent de l'extérieur qu'il va falloir adapter ici. Le problème qu'on a ici, c'est un problème de changement de comportement et un problème de conception d'abord, de changement de comportement, mais aussi de perception de la réalité. J'aime bien dire quelquefois que oui, je veux bien être le premier à construire une belle maison chez moi, en paille, ou bien en bois. Mais on va me pointer du doigt que je suis radin, parce que j'ai de l'argent, je devrais pouvoir construire un immeuble R+1 en béton. Et c'est ça le grand problème. C'est qu'ici, on a mis dans la tête des gens que pour être vraiment considéré comme quelqu'un qui est arrivé, quelqu'un qui a eu une mobilité sociale bien établie, qu'il va falloir construire une maison en béton. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dakar, on l'appelle le Cap Vert. Ce n'est plus le Cap Vert, c'est le Cap Gris, c'est le Cap Ciment. Parce que partout où vous allez, c'est du béton. Mais il y a des villes qui se sont développées beaucoup plus que Dakar, mais qui ont conservé leur ancienne technique ou technologie de vivre. Et ça, il va falloir travailler. Comme explication, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'urbanisation galopante aujourd'hui dans la capitale sénégalaise? Oui, l'urbanisation. De plus en plus, on construit partout à Dakar. Sans pour autant aussi aménager, comme vous l'avez dit, ces espaces verts-là, prévoir aussi cette verdure-là pour reverdir la capitale. Mais justement, c'est là où est le problème. Quand je parle de changement de comportement, le politique, c'est le politique. Mais le politique ne répond aussi qu'à des besoins bien précis. Ce qui se passe à Dakar, c'est une pression foncière qui vient du fait que tout ce qu'on cherche au Sénégal ne se trouve qu'à Dakar. Si, depuis les indépendances, on avait pensé à faire en sorte que chacun, là où vous vous trouviez, vous puissiez au moins, solutionner vos problèmes locaux, les gens ne viendront pas à Dakar. Mais tout le monde vient à Dakar parce que l'espoir est ici, tout ce que vous cherchez ici, même le plus petit papier administratif, tel qu'un certificat de nationalité, si vous le voulez, si vous ne venez pas à Dakar, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais est-ce qu'on n'en revient pas encore aux conséquences de la désertification, puisque cet exode-là a commencé avec la désertification? En tout cas, c'est davantage accentué en tout cas à Dakar, avec la sécheresse qu'a connue le pays dans les années 80. 80 ou 70, moi je suis témoin de ça. Je suis d'un petit village côtier, Palmarin. Et j'aime toujours dire aux jeunes, plus jeunes que moi, qu'ici, on ne mangeait pas le riz qu'on mange actuellement. Parce que ce riz-là, on l'appelait le riz du Toubab. Le Toubab, c'est le blanc. Parce que chez nous, nos greniers étaient toujours remplis. On avait des rizières. Jusqu'en 70, et puis ça s'est gâté. Qu'est-ce que ça a amené? Ça a fait que des gens de ma génération sont sortis de l'école parce que il fallait nourrir une famille qui était tombée, dont l'entretien était tombé sur votre responsabilité. Tout le monde a quitté, les gens sont allés vers les usines pour être journaliers ici, manœuvre là-bas et consorts. Ça, ce n'est pas aux personnes individuellement d'y penser. C'était à un gouvernement de voir que oui, la sécheresse est là, c'est l'effet. Personne ne parlait du changement climatique.
Mais il y avait une autre manière de gérer les ressources hydriques. Personne ne l'a fait. J'aime bien rappeler quelquefois, quand j'écoutais l'ancien président Abdoulaye Wade, une fois dire « je vais mener ma prochaine campagne électorale en bateau ». Et il a créé l'agence de régénération, je ne sais pas, des lacs artificiels et des cours d'eau. Mais le Sénégal n'a pas un problème d'eau. Le Sénégal a un problème d'acheminement de cette eau là où elle doit être utilisée. C'est ça le grand problème qu'il faut régler. Est-ce que ce n'est pas le problème qu'on rencontre aussi un peu partout sur le continent, c'est-à-dire le problème de la gestion même de ces ressources hydriques-là? Parfois, la ressource, elle est là, mais le principal problème qui se pose, c'est un problème de gestion. Oui, il y a le management donc, sectoriel qui se pose, mais il y a aussi une certaine, que je dis, une chose aussi, c'est l'adaptabilité. On a la possibilité, par exemple, comme l'a dit M. Faye, il y avait donc des savoir-faire endogènes qu'on peut à nouveau faire, qu'on peut moderniser. Donc les cases, par exemple, à impluvium, donc déjà, ça permettait de récupérer donc l'eau de pluie. On peut aussi jouer sur même sur la durabilité qu'on peut avoir en captant véritablement donc la luminosité du soleil, sans même utiliser des panneaux solaires, mais juste jouer sur donc comme je pense c'est une technologie avec je pense j'ai oublié le nom, mais on faisait en sorte qu'il y ait donc comme un jeu de miroir. Donc le soleil était présent dans la maison jusqu'à tard le soir, avant même que l'on commence à allumer des lampes ou bien d'autres techniques donc, pour pouvoir donc s'éclairer le soir. Donc tout ça, ce sont des savoir-faire endogènes qui sont là existants, qu'on peut moderniser. Et ce qui est paradoxal, c'est parfois des étrangers qui viennent, qui développent un produit, prennent même un nom d'une plante, par exemple, je ne veux pas le citer, qui a développé une petite lampe solaire, on peut l'accrocher au cou, je prends son cahier et apprendre ses leçons. Et le soir, ou le matin, vous le mettez donc au soleil et voilà. Donc pour vous dire que... Et aujourd'hui, tout ce que vous dites là, ce sont des solutions, mais il y a une autre solution ou bien d'autres solutions qui sont développées au niveau des pays dans un contexte plus global, au niveau régional, si je peux le dire ainsi. Il y a l'exemple du projet de la Grande Muraille Verte qui va de Dakar à Djibouti sur 8000 km et qui a déjà restauré des millions d'hectares et créé des milliers d'emplois. Mais il est encore très loin des 10 millions d'emplois non visés qui en tout cas étaient visés initialement, et également à la restauration aujourd'hui de 100 millions d'hectares de terre entre Dakar et Djibouti. Aujourd'hui, que pensez-vous d'un tel projet? Je veux bien sûr parler de la Grande Muraille Verte. Donc c'est un projet que moi je trouve déjà très pertinent. Et bon, j'aimais à dire parfois, je dis que le président Wade, lorsqu'il l'a pensé, il a été très très subtil. Bon, pour capter des financements, ok, je vais me lancer dans tout ce qui est donc vert. D'une bande verte, donc d'est en ouest, c'est possible. Mais lorsqu'on amène de la nature, il faut amener aussi des hommes. Il faut que les personnes viennent vivre autour de ces espaces donc, aménagés donc, de verdure. Maintenant, il y a aussi le fait qu'aussi, comme l'a cité donc, M. Faye, le problème aussi de déplacer des populations vers des zones beaucoup plus propices donc, à vivre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi pensé à la mobilité, que l'on puisse quitter Dakar pour aller donc, jusqu'à Djibouti. Donc ça veut dire qu'il faut aussi donc, penser au transport. Donc tout cela. Il y a aussi quelque chose qui est peut-être, je veux dire, qui peut être un ajout, c'est les plantes fruitières forestières qu'on doit aussi véritablement aussi intégrer dans ça. Ce n'est pas seulement donc pour le captage du carbone, mais il y a aussi donc tout ce qu'on peut planter pour que les populations, s'ils se déplacent pour venir là-bas, qu'ils puissent donc trouver un environnement donc, propice pour bien vivre, avoir de l'eau, donc tout ce qu'il faut. Tout un ensemble de mesures qui aujourd'hui pourraient contribuer à l'atteinte des objectifs fixés aujourd'hui par la Grande Muraille Verte. Monsieur Faye, lors du One Planet Summit de 2021, la France s'était engagée à faire en sorte que les fonds internationaux destinés à la Grande Muraille Verte soient portés à 12 milliards d'euros. Le projet officiellement lancé en 2007 n'a pour l'instant permis de restaurer que 4% du territoire prévu. Aujourd'hui, ces financements internationaux, est-ce la seule solution? Vous déjà qui êtes dans le domaine du changement climatique, l'on sait que les pays développés n'ont pas aujourd'hui respecté les engagements des 100 milliards qu'ils avaient promis aux pays en développement. Vous savez, le monde n'est pas figé. Il arrive des crises et ces crises frappent tout le monde, développé et en développement.
il faut bien l'accepter aussi que nous, les pays en développement, jusqu'ici, on pense que notre développement ne viendra que d'une aide internationale de l'extérieur. Et ça, c'est une métaphore, parce que ce qu'on vous dit aujourd'hui peut ne pas être ce qui va être réalisé demain. Est-ce qu'il fallait attendre d'aller à un One Planet Summit pour entendre le président de la France nous dire qu'il va? Ça, c'est ce qu'on appelle des pledges. C'est pas des engagements. C'est juste des effets de parole, des effets d'annonce. Et c'est la même chose que les 100 milliards de dollars qu'on avait mis sur la table en 2009 pour dire aux pays en développement, oui, acceptez de signer, que nous notons. Parce que le document ne disait rien, absolument rien, que ces deux mots, nous notons. Mais si vous n'acceptez pas de signer, nous ne bougerons pas d'ici, mais pour que vous acceptiez de signer, on va promettre qu'on va mettre 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. On est en 2022, vous allez à la caisse, il n'y a pas 20 milliards de dollars. Par rapport à ces promesses-là des pays développés, il y a également des engagements pris par ces pays en développement au titre de l'accord de Paris. Des engagements aujourd'hui que des organisations comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut aujourd'hui accompagner les pays membres de cette organisation à aujourd'hui faciliter l'atteinte de ces engagements-là à travers la stratégie régionale climat de la CEDEAO. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie de votre émission. Monsieur Faye, le changement climatique transcende aujourd'hui les frontières. Tous nos pays sont touchés par la multiplication des phénomènes extrêmes, bien, les inondations, les vagues de chaleur, l'érosion côtière. Nous devons en prendre la mesure et y répondre, a soutenu M. Sékou Sangaré, commissaire de la CEDEAO chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau lors de l'adoption de la stratégie régionale climat de l'institution. Une stratégie qui a été adoptée, je le rappelle, le 29 avril dernier. Que pensez-vous aujourd'hui de cette initiative des 15 pays membres? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir une visibilité pour ce que veulent accomplir ces 15 pays dans un élan commun. Quand j'ai appris que la stratégie a été, comme vous dites, adoptée, je savais qui était derrière. Et j'ai posé la question, est-ce que, en travaillant sur cette stratégie, est-ce que vous vous êtes vraiment appesanti sur les situations spécifiques à chaque pays? Parce que c'est vrai, on est une association, on est un organisme régional, sous-régional, la CEDEAO, qui est d'ailleurs, disons, la meilleure en Afrique actuellement. Tout le monde copie sur la CEDEAO. Mais en termes de changement climatique, le problème qu'on a, c'est que les vulnérabilités sont multiples. Le Sénégal est un pays côtier, 700 km de côte. Notre plus grande vulnérabilité, quoi qu'on puisse dire, c'est sur la bande côtière, l'érosion côtière, l'avancée de la mer, les risques d'inondation et consorts. Peut-être que si vous allez au Niger, qui est un pays intérieur, ou bien au Burkina, ça, ce n'est pas leur vulnérabilité. Ils auront peut-être une vulnérabilité beaucoup plus avancée sur l'avancée du désert, sur, disons, la dégradation des terres et tout. Donc, pour faire une stratégie d'ensemble sur 15 pays, ça devient lourd, ça demande énormément de travail. On m'a assuré qu'en réalité, ils ont travaillé avec tout le monde. Là où le bas blesse, c'est que la CEDEAO, dans cette thématique, n'est pas une partie prenante. Les parties prenantes, c'est les États. Donc, il va falloir que chaque État puisse accepter d'abandonner un peu de sa souveraineté pour que ces stratégies puissent être déroulées et mises en œuvre.
Mais par rapport à votre inquiétude également ou votre interrogation, est-ce que cela n'a pas été pris en compte? Je m'explique. La stratégie régionale climat de la CEDEAO contribue aussi à la mise en œuvre de la stratégie de l'Union africaine sur le changement climatique sur la durée 2020-2030, donc déjà en harmonisation avec l'Union africaine, mais également s'inscrit pleinement dans le cadre de l'accord de Paris et tient compte aussi de la contribution déterminée de chaque État membre. Ben voilà, on en arrive à ça, tient compte de chaque effectivement, la compte de la CDN de chaque État membre. C'est là où on devrait vraiment mettre le point. Ça a été pris en compte. Si ça a été pris en compte. Ça a été pris en compte avant validation de la stratégie. C'est très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il ne faut pas adopter une stratégie pour l'adopter. Il va falloir la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il va falloir aller chercher du financement. Et pour chercher du financement, il faut comprendre quelles sont les sources qui sont appropriées pour ça. Le climat, le changement climatique, en tout cas, depuis la naissance, depuis l'entérinement de la Convention, s'est prémuni de cette difficulté. Dans son article 4.3, dans son article 4 au paragraphe 3, il est bien établi que puisque scientifiquement on sait maintenant qui est responsable de ce qui nous arrive, ceux-là devraient payer. Oui, ils devraient aider ceux qui ne devraient pas souffrir et qui souffrent de pouvoir continuer à vivre et ne pas s'engager dans la trajectoire énergétique qui nous a amenés à tout ce problème. Et c'est là où se trouvent toutes les difficultés. Et pour le cas des financements, on y reviendra avec vous pour savoir aujourd'hui sur quelle source de financement aujourd'hui peut s'appesantir la CEDEAO pour réussir sa stratégie. Monsieur Diagne, comment cela aujourd'hui, cette stratégie régionale, pourrait contribuer à un développement durable dans cette zone-là, sobre en carbone et à long terme? Je pense que c'est de mettre l'accent aussi sur la préservation. Vous savez, on a cette chance, nous avons des pays qui n'ont pas perdu, je vais dire, de leur verdure, ils ont encore du potentiel. Et comme l'a dit M. Faye, il faut intégrer les spécificités donc par pays. Maintenant, dans la mise en œuvre, il faudrait aussi donc qu'il y ait une sorte de consensus sur ce qu'on va mettre et quelles sont les voies et moyens. On a cette dépendance pour pouvoir trouver des fonds, des financements pour cela. Il faut aussi avoir l'esprit ouvert pour travailler avec ou sans les moyens qui vont venir de l'extérieur. Qu'est-ce qui est déjà possible avec une coopération inter-État et de voir le potentiel qu'on peut donc mobiliser. Ça peut être un potentiel financier, ça peut être aussi un potentiel qui peut être en ressources, des ressources humaines. Ça peut aussi qu'est-ce qui est donc comme contribution par pays. Mais il ne faut pas aussi tomber dans le piège qu'on a voulu aussi donc nous faire tomber avec donc la COP en France. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à un niveau d'industrialisation et nous ne sommes pas les plus grands pollueurs. Donc ça veut dire qu'il faudrait intégrer. Si aujourd'hui on freine nos pays dans le processus d'industrialisation en leur disant qu'il faut donc arriver à pouvoir être moins émetteurs de gaz à effet de serre, et on freine votre développement économique, alors qu'eux ils sont surdéveloppés. Donc nous, on va freiner notre développement. Nous n'avons pas les technologies appropriées pour pouvoir aussi accélérer notre développement. Et ça veut dire que nous allons rester à un niveau, non pas de pauvreté, mais nous allons être encore beaucoup plus pauvres. Comment trouver un juste milieu alors par rapport à ce qui procure? Bon, le juste milieu, c'est d'avoir un discours honnête. Le discours honnête, c'est-à-dire que les pays qui sont les plus grands producteurs de gaz à effet de serre, qui sont véritablement les grands pollueurs, il faut les amener à respecter les engagements. Annoncer par exemple 100 milliards par an, mais il faut faire le calcul. Maintenant, est-ce que véritablement la volonté est là? Il y a un jeu de pouvoir aussi qui est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut véritablement que ces pays qui sont là, entre parenthèses, sous-développés, est-ce qu'on veut les voir se développer? Ça veut dire avoir une certaine indépendance, aussi bien au plan économique, mais aussi une indépendance aussi politique. Mais toujours du couper-coller ou bien leur imposer donc des lois, ou bien eux, leur volonté, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans cette situation actuelle, où on a traversé donc tout ce qu'on a vécu avec le Covid, là on est dans une situation aujourd'hui qui est là, c'est avec donc la crise avec l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'il y a donc une crise alimentaire qui est là, que les économies sont véritablement très tendues. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a les discours de certains présidents, même en France, Macron qui dit qu'il faut que la France produise, ici aussi notre président a dit qu'il faut que l'on produise aussi
et qu'on puisse consommer aussi ce que nous produisons et les transformer. Mais pour transformer nos produits agricoles, il nous faut de l'énergie, mais il nous faut aussi donc le management par rapport à l'eau. Donc tout cela, ce sont des considérations qu'il faut donc prendre en compte. Et je pense que si on développe une certaine coopération, je pense qu'il y a beaucoup d'outils de coopération régionale, sous-régionale qui sont déjà bien rodés. Maintenant, il faut pouvoir voir comment les imbriquer pour avoir une offre cohérente qui puisse répondre aux besoins de tout un chacun, mais avec un impact global. Et pour ce qui est de la question des émissions aujourd'hui de gaz à effet de serre, les émissions des pays de l'espace CEDEAO représentent 1,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et tous les pays de la CEDEAO émettent en moyenne moins même d'une tonne de CO2 par habitant et par an. Pourtant, 9 des 30 pays les plus vulnérables au monde se trouvent dans la zone ouest africaine et 4 parmi les 10 les plus vulnérables. Cette première stratégie de l'institution sous-régionale pourrait-elle aujourd'hui contribuer à renverser cette tendance-là? Pour renverser la tendance sur les émissions d'abord, il faut faire comme l'a dit M. Diagne, c'est-à-dire il y a un choix. Est-ce qu'on veut se développer en suivant une trajectoire qui va beaucoup plus émettre, ou bien est-ce qu'on veut se développer en adoptant des technologies bas carbone? Et ça, c'est un dilemme qui est très difficile à négocier. Parce que vous prenez un pays comme le Sénégal, on vient de découvrir du pétrole. Cela veut dire que d'ici les 30-50 prochaines années, on voudrait être dans une dynamique d'émission. Même si on ne l'utilise pas, de pays producteurs de pétrole. Maintenant, on peut être pays producteur de pétrole sans pour autant augmenter ses émissions. Comment? Demandez à la Norvège. Elle a pu le faire. Parce qu'on fait une externalisation de ces émissions. La Norvège, il n'y a rien qui marche avec du fossile là-bas. Mais ils vendent le pétrole comme ils peuvent. Et ça marche. Au Sénégal, peut-être qu'on ne pourra pas parce qu'on a un déficit énorme disons, notre besoin d'énergie en énergie est énorme. Les gens n'en parlent pas parce qu'on pense que l'énergie, c'est seulement allumer une lampe. Bon, ça s'est amélioré depuis 2014. On n'a plus ces coupures. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg en termes d'énergie. Il y a autre chose, comme l'a dit M. Diagne, pour se développer, on a besoin d'une énergie. Le tailleur dans un petit village, pour être vraiment fonctionnel, a besoin de cette énergie. Nos écoles ont besoin de cette énergie. Nos hôpitaux ont besoin de cette énergie. En tout cas, toute activité que nous allons mener va devoir, disons, utiliser une énergie suffisante. Maintenant, comme vous l'avez dit, le problème avec des stratégies d'ensemble, c'est qu'il va falloir apprendre à se lever d'un seul coup et à décider d'un seul coup. Et connaissant nos pays et disons leur sensibilité vis-à-vis de leur souveraineté, ça va être très difficile. En tout cas, l'Union européenne nous a appris une bonne leçon, nous qui allons dans les négociations, c'est que c'est plus difficile de convaincre 27 pays un à un, que de convaincre 27 pays dans un ensemble. Et chaque fois qu'ils se mettent devant nous, ils parlent d'une seule voix. L'Europe parle d'une seule voix dans ces négociations. Et c'est pour cela qu'on a des sérieux problèmes, parce que dans cette Europe, il y a des gros pollueurs. La Pologne est le pays le plus pollueur actuellement en Europe. Mais puisqu'elle est dans l'Union européenne, vous ne pouvez absolument rien faire. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on apprenne. Et par rapport à la question du financement, nous en venons maintenant. Aujourd'hui, vous qui êtes dans le domaine, vous êtes aussi dans le domaine de la finance climatique, je le rappelle. Aujourd'hui, sur quel levier aujourd'hui pourrait s'appuyer cette stratégie de la CEDEAO pour le financement comme ils l'ont dit, des objectifs d'atténuation et d'adaptation à l'horizon 2030? Je pense que d'abord, il faut que
que la stratégie s'appuie sur, comme ils l'ont bien dit, sur les CDN, sur les contributions nationales déterminées. Et dans toutes ces contributions nationales déterminées, il n'y a pas un seul pays qui a dit que moi je peux, sans condition, amener ma part. Cela veut dire que le Sénégal, le Mali, je ne sais pas moi, le Ghana, tous ces pays ont dit que voilà, moi je m'engage à ce niveau. Mais dans cet engagement, j'ai au moins 10-15% que je pense que je peux financer moi-même. Donc il va falloir nécessairement utiliser le budget national. Mais pour utiliser le budget national pour ce genre de financement, il faut qu'à l'intérieur du pays, qu'on puisse faire ce qu'on appelle du mainstreaming. C'est-à-dire il faut impliquer, il faut faire en sorte que la problématique du changement climatique, de la conception des politiques publiques, soit inclue dans la démarche. Jusqu'ici, ce n'est pas encore fait. On regarde le changement climatique comme un corps étranger dans les politiques publiques. Non, ça devrait être inclus, impliqué dès le départ dans la conception de la politique publique pour que demain, si vous allez présenter votre budget à l'Assemblée nationale, si on vous demande, mais pourquoi est-ce que vous partez de 10 millions et en 2 ans, vous êtes à 100 millions, vous allez pouvoir dire que le surcoût vient de quelque chose que moi, j'ai déjà prévisionné et je sais que ça va arriver. Et aujourd'hui, est-ce que cela ne risque pas de constituer un blocage aussi pour la stratégie régionale si l'on sait que ce sont ces États-là qui constituent la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest? Bon, si on ne le fait pas, cela veut dire qu'on va devoir travailler sur la partie conditionnelle, parce qu'il y a une partie non conditionnelle des contributions, qui veut dire que vous pouvez le faire, vous avez pris vos engagements, et il y a la partie conditionnelle où les États disent oui, je peux aller jusqu'à ce niveau, mais il va falloir de l'aide. Alors que tout le monde sait que ces financements, c'est pas demain la veille. Et M. Diagne, sur le continent, les changements climatiques impactent l'agriculture, la ressource en eau, accélèrent l'érosion des côtes, créent des migrations climatiques, impactent la santé, la pêche, l'économie, entre autres. Donc, différents secteurs de la vie sont impactés par les conséquences des changements climatiques. Je parle sous le contrôle de M. Faye, qui est spécialiste de la question. Et la stratégie régionale climat aujourd'hui veut faciliter à ces États membres la mise en œuvre de leurs engagements pris au titre de l'accord de Paris. Comment est-ce que cela pourrait accélérer l'action climatique dans la zone CEDEAO? Oui, je pense qu'il y a des... Surtout également avec toutes les contraintes et limites soulevées par M. Faye. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a des exemples. Ce n'est pas fortuit de citer donc la Norvège, parce qu'eux, ils ont donc des ressources, donc pétrole et gaz. Ici aussi, on a donc ce potentiel-là. Nous avons une société nationale, donc qui est la SAR, donc c'est la Société africaine de raffinage. On a dit africaine. Ça veut dire que pour des pays qui sont autour du Sénégal, on doit pouvoir, par exemple, faire le raffinage, par exemple, ici. Ça veut dire que maintenant, il faut trouver quel est donc l'agencement à faire. Maintenant, les conséquences aussi, il faut aussi donc les sérier. Nous avons une côte, nous avons le secteur de la pêche, les femmes sont aussi très vulnérables, les enfants aussi sont aussi donc très vulnérables, les personnes âgées, donc et tout cela. Donc, il y a aussi le phénomène de la migration donc, liée au climat. Donc, beaucoup de régions perdent leur démographie. Et par rapport à ces préoccupations-là, j'aimerais juste donner un exemple. Pour ce qui est du cas des îles du Saloum, de là d'où nous vient M. Faye, il y a une zone comme vers Differ où il y a aujourd'hui du gaz. Est-ce que l'exploitation aujourd'hui de ce gaz offshore-là ne pourrait pas constituer aussi une menace pour les activités aujourd'hui génératrices de revenus que pratiquaient ces populations-là? Parce que ce sont des populations qui aussi, certes, font de l'agriculture, mais pour la plupart aussi vivent de ces produits halieutiques-là, en fait. Non, des ressources dérivées de la mer. Je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie. C'est-à-dire qu'on peut avoir du pétrole et ne pas l'exploiter. Et que ce soit aussi source de revenus. On peut avoir du pétrole et l'exploiter. On peut avoir du gaz et ne pas l'exploiter. Et avoir du gaz et l'exploiter. Maintenant, il faut qu'on sache quels sont les avantages. Si on doit exploiter ce pétrole,
et si on doit l'exploiter, si on doit exploiter ce gaz. Et aussi, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que c'est opportun d'exploiter ce gaz-là aussi? Donc pour vous dire, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez prendre des engagements par rapport à des bailleurs, il faut des garanties. Les garanties sont basées sur quoi? Sur vos ressources. Donc si vous n'êtes plus propriétaire de vos ressources minières, vous n'êtes plus propriétaire de vos ressources donc pétrolières, gazières, vous allez signer des engagements de remboursement de crédit. Sur quelle base? Ça veut dire que vous n'êtes plus propriétaire de rien du tout en matière de ressources donc, dans votre pays. Donc je pense qu'il faudrait qu'on développe une stratégie véritablement de souveraineté par rapport à la gestion de nos ressources-là. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est un exemple, mais il y a tout un passif. Tout ce qui s'est passé dans d'autres pays comme au Gabon, toutes ces histoires-là donc de mauvaise gestion donc, des ressources, donc pétrole et gaz, on ne doit pas faire ces mêmes erreurs-là. Et aujourd'hui, il y a quelque chose aussi qui est mis en rade. Quel est le poids de l'agriculture? Quel est véritablement le poids de l'agriculture? Quelle est l'importance de l'équipement agricole? Parce qu'on est passé donc d'un programme qui pouvait permettre de produire beaucoup de biocarburants comme le jatropha ou bien d'autres des espèces comme le ricin et tout cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a fait véritablement quelque chose d'assez intéressant pour ça? Pour avoir donc un carburant donc bio. Ça n'a pas été fait. Certains même utilisent le maïs. Mais aujourd'hui, il faut qu'on développe une bonne transition énergétique. Et parfois, un mix énergétique même, il faut faire des combinaisons avec les énergies renouvelables en interne. Vous pouvez mélanger du solaire avec l'éolienne, solaire, biogaz. Donc, beaucoup de choses peuvent se faire avec des sources d'énergie renouvelables. Et le reste que vous avez qui est encore donc une réserve fossile, pétrole et gaz, vous pouvez le garder sur votre sous-sol peut-être pour une projection de 20-30 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut véritablement avoir la pleine mesure de ce qui est possible aujourd'hui et maintenant et ce qui va être fait à court, moyen et long terme. Et ça, il faudrait que le politique lui-même ait une vision. Pas une vision d'aujourd'hui, mais une vision dans le temps et dans l'espace. Parce que les populations vont venir encore vers des villes, comme ici on a Dakar. Heureusement, on a essayé de déplacer vers Diamniadio. Mais comme l'a dit M. Faye, regardez, est-ce qu'il y a de la verdure à Diamniadio? C'est aussi du bâti à Diamniadio. Et ce que vous avez soulevé présente aussi un autre problème, c'est celui du suivi et de l'évaluation des différents programmes et projets déroulés. Là, je voudrais amener un peu ma vision de la chose. Parce que, évidemment, vous avez parlé de Differ, qui est dans ma commune d'origine. Je pense, contrairement à M. Diagne, exploiter le pétrole n'est pas le problème. C'est de maîtriser toute la trajectoire. Mais son exploitation, est-ce que ça ne risque pas d'avoir un impact ou bien des impacts sur la vie aujourd'hui? Évidemment que ça va avoir des impacts. Et on est en train de travailler sur ça. Au point de vue local, on parle. On essaie de parler à qui de droit et tout. Mais j'aime bien ma commune, j'aime bien les gens qui sont là-bas. Mais à faire la part des choses, c'est-à-dire leur désagrément est vraiment minime par rapport à tout ce que peut apporter le pétrole. Maintenant, il faut les prendre en compte. Il faut prendre en compte leur futur. Et ça, bon, avec toutes les associations, toute l'organisation institutionnelle qu'on met en place, on est en train de parler avec qui de droit. C'est ça qui doit se faire. Maintenant, ce que le Sénégal, disons, va obtenir de cette exploitation, comment faire en sorte que ça puisse bénéficier à tout le monde, c'est là où est le problème. La répartition. Oui, la répartition. Et c'est jusqu'ici, il n'y a aucune lisibilité, il n'y a aucune visibilité, personne ne sait exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on va le faire. Ce n'est pas un problème d'un régime, c'est un problème national. Il faut que les gens s'assoivent et puissent en parler. Et on en revient à la CEDEAO et à sa stratégie régionale. Un comité de consultation élargi regroupe les points focaux climat des 15 pays membres de la CEDEAO ainsi que les représentants d'autres institutions régionales
comme l'UEMOA, le SILS, les partenaires techniques et financiers de la CEDEAO, ainsi que les représentants de la société civile et du secteur privé qui participent à la construction de la vision et de l'ambition aujourd'hui de cette stratégie régionale climat. Que pensez-vous aujourd'hui d'un tel modèle participatif sur lequel ou bien qu'a opté le modèle participatif qui a été opté aujourd'hui par la CEDEAO par rapport à cette stratégie régionale-là? C'est un modèle qui est très intéressant parce que c'est un modèle qui peut être ce qu'on appelle un win-win. La CEDEAO peut y gagner et les points focaux climat et les autres institutions peuvent y gagner. Vous savez, il y a un déficit énorme de capacité dans notre sous-région en termes de négociation sur les changements climatiques. Je le dis toujours, jusqu'ici, il n'y a aucune université qui a une filière académique complète sur cette problématique. Tous les gens qui s'y activent actuellement, d'un certain âge, peut-être ont acquis les connaissances volontairement en essayant de pouvoir trouver. Donc, le fait qu'on regroupe les 15 points focaux du climat dans cette commission va faire en sorte qu'il y aura un retour de bonnes pratiques que ces points focaux peuvent amener sur la table et en même temps, ces points focaux peuvent bénéficier du fait qu'il y a déjà une plateforme d'échange pour amener au niveau convention les préoccupations spécifiques de ces 15 pays membres. Et un autre point, l'accès aux guichets internationaux, comme le Fonds vert pour le climat, c'est souvent révélé complexe pour nos gouvernements, dont les capacités techniques sont des fois limitées. Pour ces derniers, est-ce qu'une telle stratégie à l'échelle régionale, aujourd'hui, pourrait leur permettre de dépasser une telle situation? Oui, elle peut leur permettre de dépasser une telle situation parce que en y regardant de très près, des projets impactants sur la lutte contre le changement climatique ne peuvent pas être des petits projets. Il faut que ce soit des programmes qui sont déroulés sur X années et qui ont un besoin énorme de financement. On vous l'a dit, vous êtes venu dans un atelier sur la finance climatique et le plus petit projet que le Fonds vert climat finance, c'est 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est mouse pour un pays comme le Sénégal, mais c'est rien pour la CEDEAO. Mais pour que le Sénégal puisse obtenir ces 10 millions de dollars, il faut qu'il passe par une entité accréditée. Heureusement que nous en avons deux actuellement au Sénégal. Il y a la CSE et il y a la Banque agricole. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que pour concevoir le dossier, un bon projet, il faut de l'argent aussi. Et ça, on a vu que le système des Nations Unies qui est dans les pays, ils se sont arrangés pour être toutes des agences accréditées. Elles ont la capacité d'avancer de l'argent pour recruter des consultants pour ce genre de travail. Si maintenant la CEDEAO veut occuper cette place, il faut qu'elle accepte de préfinancer ce genre de travail. Et moi, je pense que c'est... Et d'ailleurs, la CEDEAO travaille avec la plupart de ces agences onusiennes et on espère qu'à travers cette collaboration-là, ils arriveront peut-être à décrocher ces financements, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Alassane Diagne. Vous êtes consultant en éducation et gestion environnementale. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Sow. Merci à M. Faye. Ça a été très enrichissant. Et donc, je salue l'ensemble des téléspectateurs de Medi One TV. Merci également à M. Antoine Moustapha Faye. Vous êtes également consultant indépendant en économie du changement climatique, également membre du COMNAC, le Comité national changement climatique du Sénégal. Merci également. Un plaisir d'avoir partagé le plateau avec vous. Merci Daouda. Votre émission a du mérite et je crois que c'est le genre d'émission qu'on aurait aimé voir beaucoup plus au niveau national. Et je remercie mon ami Diagne, que j'ai connu beaucoup plus avant de le rencontrer ici. Merci. Merci également à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.